Hubert Védrine, bonsoir. Vous publiez Sauver l'Europe aux éditions Liana Levy. Je rappelle que vous avez été ministre des Affaires étrangères. Un mot d'abord sur ce qui vient de se passer à Berlin. Est-ce que, oui, l'Europe est menacée par ce terrorisme islamiste qui déstabilise Angela Merkel? Vous voyez que sa politique d'accueil est critiquée. Le projet européen est d'abord menacé, c'est ce dont je parle dans le livre, par le fait que les peuples décrochent. Oui. Et qu'il y a de plus en plus d'anti-européens, ou de simples sceptiques, ou de déçus, ou d'allergiques à la réglementation folle. C'est ça la vraie menace. Alors après, il y a des menaces extérieures. Il y a les provocations de Poutine, il y a le terrorisme, il y a comment gérer les demandeurs d'asile et les migrants, il y a l'inconnu Trump. C'est des menaces externes. Mais le vrai problème pour l'Europe, c'est la perte de la base démocratique et politique en Europe. Et c'est ça que je traite. Alors après, évidemment, il y a des questions terribles. Bon, dans le terrorisme, ça aura certainement un effet qui est que les Allemands vont découvrir et mesurer ce que les Français maintenant ont bien intégré. Mais c'était un demandeur d'asile. Vous-même, vous dites dans le rejet de l'Europe, il y a eu la crise de l'euro, il y a eu le psychodrame grec, et vous dites vient s'ajouter la flambée des flux migratoires, le déferlement sans précédent des demandeurs d'asile. Oui, ça ne serait pas un problème si l'Europe était d'accord avec elle-même, si les Européens étaient contents de la façon dont l'Europe se construit. D'accord, donc ça rajoute... C'est une question de répartition des pouvoirs, de la légitimité, de la souveraineté entre le niveau européen et le niveau national. Et ça ne fonctionne plus. Ça ne va plus. Il y a les élites européistes qui disent depuis 20 ou 30 ans qu'il faut continuer. Quoi qu'il arrive et quoi que votent les peuples, c'est quand même choquant. Le ministre allemand des Finances, Schäuble, qui est un des plus pro-européens, il a dit c'est quand même gênant de ne jamais tenir compte des peuples. Mais ça, c'est avant le Brexit, c'est avant Trump, c'est avant les attentats. C'est un problème interne. Alors évidemment, c'est cette Europe un peu fragile qui doit s'organiser mieux face au terrorisme ou autre. Mais alors si on n'a pas compris quand est-ce qu'on va comprendre, il va falloir qu'après la Grande-Bretagne, il y ait un autre pays, pourquoi pas fondateur, qui quitte l'Union, et là, il se passera quelque chose. Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que vous voyez ça en 2017? Le Brexit, ce n'était pas simplement une aberration britannique, c'est le signe d'un phénomène beaucoup plus large. Aujourd'hui, les pro-européens au sens classique, en moyenne, c'est même pas 20% des gens. Quant aux européistes fédéralistes, c'est même pas 1%. Bon. Donc les autres sont tous un peu... Donc si on traite le Brexit comme une bizarrerie britannique et on ne traite pas le problème général, je pense qu'il y a une vraie menace et que l'Europe ne va pas disparaître. Mais enfin, ça va devenir une coquille vide ou une sorte de un système qui tourne en rond, un moulin à prière. C'est ça le vrai sujet. Donc si on veut redonner une légitimité, une assise pour mieux répondre à la question terroriste, etc., tout ce que vous avez cité, il faut traiter cette question politique. Et alors, comment on la traite? Vous dites qu'il ne faut plus parler du moteur franco-allemand, donc comment est-ce qu'il faut traiter ça? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, je serais très content qu'il y en ait un. Je constate simplement qu'il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification, depuis le départ de Kohl et Mitterrand, en gros. Parfois, on se met d'accord, c'est très bien, parfois non. Enfin, il n'y a pas d'obligation un peu mystique ou lyrique de faire ça. Donc il faut se remettre d'accord. Mais l'Allemagne ne nous prend pas au sérieux parce que la France est le seul pays développé au monde qui n'a pas réussi à faire les fameuses réformes pour réduire un peu l'endettement, reprendre le contrôle de la dépense publique, assainir ses finances, comme n'importe quelle famille surendettée doit le faire. Bon, on n'y arrive pas. Donc les Allemands nous regardent un peu goguenards par rapport à ça. Donc si on veut reposer, y compris sur des sujets très politiques, il faut passer par cette phase. Donc d'abord, il faut se rétablir économiquement pour être crédible politiquement et refaire... ça va être long, dites donc. Il suffirait qu'un des dirigeants français qu'il s'engage pour de vrai, pour de bon, pour que la France soit aussitôt reconsidérée à son vrai niveau, ce que souhaitent les autres Européens. Mais attendez, là vous attendez, vous dites finalement le choc économique que nous promet Fillon, ce serait une bonne chose si tant est qu'il réussisse? Je ne parle pas en particulier sur les personnes. Je sais que les autres Européens attendent ça. Que ce soit fait par X ou Y ou Z, ils s'en fichent en fait, les autres Européens. Vous voyez, donc c'est lié. Je n'aurais pas dit ça avant parce que pendant très longtemps, il n'y avait pas de lien entre la situation économique et la capacité diplomatique et militaire française. Il commence à y avoir un lien. Pardon de cette question, mais puisque vous dites que ce fait par X ou Y ou Z, on s'en fout. Au passage, est-ce que vous avez une préférence pour X Macron, pour Y Valls, pour Z Fillon? Non, je n'ai pas. Pour 2017. Je n'ai pas de raison de m'exprimer là. Si je le fais, ce sera plus tard. Mais compte tenu de ce que j'ai vécu pendant très longtemps, la gauche au pouvoir, les cohabitations, j'ai connu tous les dirigeants de toutes sortes, moi, je souhaite quelqu'un qui arrive à sortir la France du pessimisme, de l'ornière, et qui redémarre. Voilà. Mais ça suppose une clarification européenne. Donc qu'on dise au peuple, au lieu de les mépriser quand ils votent mal, on dise on vous a écouté, c'est mon idée de la pause qui commence à être prise, pas pour arrêter, mais pour écouter. Et on fait une conférence refondatrice, en redéterminant ce que doit faire l'Europe, ce qu'elle ne doit plus faire, une sorte d'acharnement réglementaire devenu fou, et ce qu'elle doit faire en plus. Et au moins, il faut clarifier tout ça. Et pour calmer un petit peu, quant à Schengen, il est clair qu'il faut un Schengen qui fonctionne,
des vrais gardes-frontières, isoler deux choses, les demandeurs d'asile, et là il faut être généreux, Mme Merkel avait raison sur le plan moral au début, elle a mal géré la chose, mais sur le plan politique, mais elle avait raison humainement. Il y a les demandeurs d'asile et les migrants qu'il faut co-gérer avec les pays de départ, genre Afrique de l'Ouest, les pays de transit, genre Maghreb, et fixer des quotas par métier chaque année. Ce sont deux choses complètement différentes. On aurait dû le faire depuis belle lurette. Déjà, les gens en Europe auraient moins le sentiment d'être dans un... Alors Hubert Védrine, vous dites que cette Europe est d'autant plus nécessaire que les Européens ont perdu en influence dans un monde où il y a les pays émergents qui comptent de plus en plus, dans un monde où les autres pays s'affirment militairement. Donc, je vous fais réagir par rapport à Vladimir Poutine, qui aujourd'hui dit vouloir renforcer son arsenal nucléaire. Le but est, dit-il, de percer les systèmes de défense anti-aériens les plus sophistiqués. Qui vise-t-il quand il dit ça? Et ça fait peur, parce qu'on parle quand même là d'armes nucléaires, là. Il vise les États-Unis, mais c'est une longue affaire dans l'affaire de la dissuasion, où les grandes puissances nucléaires, Russie, États-Unis, passent leur temps à essayer de mettre au point des systèmes antimissiles pour empêcher les autres de pouvoir passer. On n'y arrivera jamais complètement. Il n'y a aucun système antimissile qui puisse stopper 100% des missiles. Bon. Donc c'est une espèce de jeu qui est en partie déclaratoire. Ça veut dire aussi que... On passe à l'armée plus que ça, ce genre de... Il y a un peu de testostérone dans ce genre de déclaration. Un peu, il faut remettre en perspective. Il y a Poutine, en fait, dans son 3e mandat, il a dit la Russie paillasson, c'est terminé. Ouais, donc il y a une série de manifestations de ça, dont le fait de remettre sur pied une armée russe qu'on a vue à l'œuvre. Et c'est vrai que les Russes ont énormément de torts, hein, mais les Occidentaux ont été d'une maladresse provocante, idiote, en depuis Syrie 25 ans, un peu partout, dans le traitement général de la Russie. En Syrie, oui, l'erreur de base, c'est que soit il fallait admettre que c'est une guerre civile dans laquelle on n'a pas de moyens, et puis on n'a pas de raison, et puis on est incapable d'imposer une solution démocratique durable, auquel cas on s'abstient en le regrettant, et on fait une sorte de travail humanitaire géant dans toute la région, ou alors on considère que c'était vital pour l'avenir du Moyen-Orient, de nous, du monde, de la démocratie, etc. Et il fallait mettre le paquet. Le problème des Occidentaux, c'est qu'ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. Des postures morales, on juge depuis Paris, depuis les salons parisiens. Depuis Washington, depuis partout, depuis Londres, partout. C'est pas que... Donc on n'a finalement rien fait. Et vous voyez le résultat, c'est qu'on est hors jeu. Donc il faut constater qu'on est hors jeu. Donc il faut rebâtir une politique à partir de la réalité, même si elle nous est pénible. Hubert Védrine, tout le monde se demande sur ce que sera la présidence Trump qui commence le 20 janvier. Comment vous la voyez? Est-ce que la relation Europe-Amérique est plus forte ou est-ce que Trump, ça va tanguer au-dessus de l'Atlantique? Je pense que ça va tanguer, mais pas spécialement là, un peu partout. La relation Trump-Chine, essentiellement, Trump-Mexique, enfin beaucoup de sujets en fait. Et en même temps, je ne crois pas qu'il va faire au pied de la lettre ce qu'il a raconté dans sa campagne. Puis de toute façon, même pour ceux qui sont choqués et inquiets, moi je le trouve plus choquant qu'inquiétant en réalité, dans l'expression. Ouais. Même pour ceux qui s'inquiètent, il ne faut pas simplement être comme des enfants européens qui ont peur en disant c'est horrible, Trump, il a nommé des gens affreux, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ridicule cette attitude. Il faut dire sur quelques points clés, voilà nos positions en tant qu'Européens. Vous voulez pas appliquer l'accord sur le climat? Vous ne l'appliquez pas, tant pis sur vous, tant pis pour vous. Le monde entier continue. C'est ça qu'il faut dire. D'autant qu'il y aura plein d'Américains qui continueront. Entreprises, des États comme la Californie, etc. L'accord sur l'Iran, il dit qu'il veut le casser. On n'est pas sûr. S'il voulait le casser, il faudrait vraiment qu'il y ait une réaction de tous les signataires. Maintenant, c'est le Conseil de sécurité, l'Allemagne, enfin, les pays émergents, c'est tout le monde. Donc il faut dire, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on continue. On l'applique. Et si vous voulez nous sanctionner à cause du dollar, à un moment donné, on va réagir. Trop, c'est trop. Vous voyez, sur chaque point... À chaque fois, quand on vous écoute, on se dit moins de morale, plus d'action, quoi. Voilà. C'est pas contre la morale. Ça marche. C'est pas contre la morale, parce que les promesses infondées sont pas tellement morales, vous voyez. Les espérances infondées, c'est pas moral non plus. Enfin, sur chaque point sur Trump, disons, voilà ce que nous voulons nous, et puis on va voir, on l'attend sans inquiétude après. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Je rappelle votre livre, donc Sauver l'Europe, c'est aux éditions Liana Levy. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Quelle retombée politique après l'attentat de Berlin commis par un demandeur d'asile tunisien de 23 ans. Le Front National va-t-il engranger des points en dénonçant une immigration mal contrôlée? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Terrorisme, le FN en embuscade.